Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ESAU TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 19h dont voici le sommet. Présidé par le chef de l'État, Patrice Talon, le gouvernement béninois a annoncé en Conseil des ministres ce mercredi le recrutement de 221 fonctionnaires spécialistes des eaux, forêts et chasses. Plusieurs décisions ont également meublé cette session hebdomadaire des membres du gouvernement. La substance des échanges dans cette édition. Résolument engagé à bâtir un Bénin où chaque enfant peut grandir, s'épanouir et même rêver grand sans craindre les entraves de la malnutrition et des carences nutritionnelles, le gouvernement du président Patrice Talon a mis en place le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Vous suivrez dans cette édition Alain Hinkati, directeur général de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, qui nous édifie davantage sur les objectifs et la portée de cette initiative. Dans le cadre des élections générales de 2026, le parti d'opposition Les Démocrates a procédé ce 23 septembre 2025 à la mise en place d'un comité national de candidature. Les détails à suivre dans ce journal. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 24 septembre sous la présidence effective du chef de l'État, président de la République, chef du gouvernement, Patrice Talon. Plusieurs décisions importantes ont été prises à cet effet. Au titre des mesures normatives, le gouvernement béninois a décidé de la transmission à l'Assemblée nationale pour vote et examen du projet la loi portant code de la route en République du Bénin, de la mise en place du registre des associations et fondations, également la fixation du régime de l'assurance agricole indicielle en République du Bénin, y compris la mise en œuvre du nouveau cadre institutionnel de CMS-City. Wilfried Lian Hongbedi pour plus de précisions sur les mesures prises au titre des mesures normatives. Les décisions dont voici la substance ont sanctionner la séance. Au titre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant code de la route en République du Bénin. L'état des lieux révèle un environnement juridique disparate, constitué d'initiatives réglementaires éparses, rendant difficile et incommode une lecture homogène, cohérente et systémique de l'encadrement de la circulation routière en général et de la sécurité routière en particulier. Par le présent projet, le gouvernement entend actualiser les tests et poser les bases d'un meilleur encadrement législatif, d'une part, en matière d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière,
de permis de conduire, de comportement du conducteur face aux stupéfiants et à l'alcoolisme, de même qu'aux nombreux facteurs de distraction en situation de circulation, puis, d'autre part, s'agissant de véhicules et de leur équipement en dispositifs de sécurité, aussi bien pour enfants que pour adultes, d'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique ainsi que de vitesse sur les routes. Somme toute, ce test apportera des réponses claires aux préoccupations relatives à la circulation et à la sécurité routière à travers un renforcement de la prévention des comportements à risque, une répression accrue et une meilleure lisibilité des sanctions applicables. Les ministres porteurs du dossier en soutiendront la discussion devant la représentation nationale en vue de l'aboutissement de la procédure législative. En point 2, mise en place du registre des associations et fondations. Au terme de la loi numéro 2025-19 relative aux associations et aux fondations en République du Bénin, promulguée le 22 juillet 2025, il est institué un registre des associations et fondations destiné à recevoir les déclarations d'existence, les inscriptions modificatives les concernant, ainsi que toutes autres déclarations prescrites par les lois et règlements pour y être mentionnées. Elle dispose que toute association jouit de la personnalité juridique à compter de la date de délivrance de son récépissé de déclaration d'existence au registre des associations et fondations. Par conséquent, l'inscription à ce registre constitue une formalité substantielle sans laquelle celles qui seraient créées postérieurement à cette loi ne peuvent avoir d'existence juridique. La mise en place du dit registre est donc d'une importance capitale. Il est destiné à recevoir les déclarations d'existence, les décisions administratives ou judiciaires relatives à la délivrance ou au refus de délivrance de récépissé de déclaration d'existence. S'y ajoutent les déclarations d'inscription de tout changement survenu dans la composition des organes dirigeants, les déclarations d'inscription et de toutes autres modifications des statuts, ainsi que les décisions de reconnaissance d'utilité publique ou leur retrait. Par ailleurs, doivent également être renseignées les décisions relatives à la délivrance ou au refus de délivrance aux associations, fondations et organisations non gouvernementales, l'autorisation d'exercice au Bénin. Il en est de même des déclarations de ressources financières reçues de toute institution privée nationale ou internationale, des rapports d'exercice indiquant notamment l'origine des ressources, l'état d'exécution des programmes et activités. Il en va de même des perspectives, des décisions de dissolution et toutes autres informations légalement prescrites. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est instruit d'en assurer l'opérationnalisation diligente. En ce qui concerne le registre des communications, les membres du gouvernement ont signé pour la mission de contrôle technique dans le cadre du projet de construction de 2 complexes hôteliers, urbains et balnéaires à Akpakpa, la contractualisation pour des travaux complémentaires de réhabilitation d'asphaltage dans la zone de Togben, le recrutement sur titre et formation de 221 fonctionnaires spécialistes des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2025 et aussi l'approbation du plan stratégique 2025-2029 de l'Agence nationale pour l'emploi. Suivons à nouveau le porte-parole adjoint du gouvernement, Wilfrid Liam Moubedji, qui nous donne plus de détails. Au titre des communications, en point 1, mission de contrôle technique, dans le cadre du projet de construction de 2 complexes hôteliers urbains et balnéaires à Akpakpa. En sa séance du 30 juillet 2025, le Conseil avait déjà approuvé la mission de maîtrise d'œuvre complète en vue de la réalisation d'un complexe hôtelier 4 étoiles, Rotana Hotel Resort, sur une superficie de 8 hectares 6, puis d'un autre 3 étoiles, Edged by Rotana, sur une superficie de 5 hectares 4. C'est donc en vue du suivi rigoureux des travaux proprement dits que la présente mission de contrôle technique est autorisée. En point 2, contractualisation pour des travaux complémentaires d'asphaltage dans la zone de Togben. Pour rappel, la consistance des travaux du lot 3B, zone 3B bis, zone de Fidjrosei et Togben, actuellement en cours d'exécution, compte 134 rues pour un linéaire total de 37 km 8, soit 87 rues
pour un linéaire de 25 km 167 dans la zone de Fijirosé-Fieyon, puis 47 rues dans la zone de Togben, notamment les pénétrantes pour un linéaire de 13 km 72. En vue d'assurer un aménagement complet et continu de la zone de Togben jusqu'à la limite est de la zone de promotion immobilière de la CIMO, il a été décidé d'engager des travaux des rues complémentaires identifiées, représentant un linéaire total de 11 km 3, y compris la contre-allée nord, actuellement arrêtée à 450 mètres du carrefour dit Club des Rois, pour la prolonger jusqu'à la limite est de la promotion immobilière de la CIMO. Cette intervention vise à désengorger le trafic routier pour améliorer la fluidité de la circulation dans le secteur de Fijirosé, à faciliter l'accès aux zones résidentielles environnantes et à renforcer la cohérence du maillage de la voirie dans cette zone en pleine urbanisation. Le Conseil s'est prononcé en faveur de la prise en compte des nouvelles rues identifiées, portant le linéaire total des travaux à 49 km 1 dans la zone de Fijirosé-Togben. En point 3, recrutement sur titre et formation de 221 fonctionnaires spécialistes des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2025. Il s'agit de 180 spécialistes de la sécurisation et de la surveillance des forêts et 41 autres spécialistes répartis dans les domaines de compétences ciblées pour faire face à l'urgence appelant le renforcement des effectifs dédiés à la surveillance des aires protégées. En point 4. Approbation du plan stratégique 2025-2029 de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce plan stratégique servira de boussole pour toutes les interventions sur la période de référence. Il ambitionne, citation, qu'à l'horizon 2029, l'écosystème de promotion de l'emploi au Bénin est un cadre assaini, innovant et inclusif d'encadrement optimal des jeunes. Fin de citation. Il est décliné en orientation stratégique avec un plan d'action budgétisé et un cadre de mesures de performance dans une approche mixte impliquant l'ensemble des acteurs clés. Autant d'outils permettant de guider les actions de l'agence pour une plus grande visibilité. Pour l'opérationnaliser, des orientations stratégiques rattachées à un objectif stratégique sont définies, soutenues par un programme de mise en œuvre. L'ensemble du dispositif a pour finalité l'amélioration de la gouvernance, le développement d'un système d'information et de suivi du marché du travail, ainsi que le renforcement de l'accès à l'emploi décent, durable, de même qu'au volontariat. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi veillera à la bonne conduite du plan stratégique. Dans un autre registre à présent, ce 24 septembre 2025, il y a exactement un an, dans la nuit du 23-24 septembre 2024, l'homme d'affaires Olivier Boko, celui qui longtemps était présenté comme un proche et un allié influent du président Patrice Talon, et l'ancien ministre des Sports béninois Oswald Omiki ont été arrêtés. Une surprise qui avait déclenché une onde de choc politique au Bénin. Les deux hommes ont ensuite été poursuivis par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET et condamnés en janvier 2025 à de lourdes peines. Revivez l'intégralité des faits de cette affaire dans cet élément signé Abdelkader Achirou, Anaël Vernedo. Le procès pour complot contre l'autorité de l'État a connu son épilogue ce jeudi 30 janvier 2025. Le procureur spécial a requis l'acquittement au profit de Hugues Adjibekou, comptable de Roch Nyeri, de Corneille Baguidi, gérant d'une société appartenant à Roch Nyeri, et de Ganiou Sanoussi, chauffeur de l'épouse de l'ex-ministre Oswald Omeki. Selon lui, les trois étaient des agents d'exécution. Ils ignoraient, selon le procureur, que les fonds et les actes de leur patron avaient pour objectif de faire un coup d'État. Le procureur a précisé que Hugues Adjibekou a été placé sous mandat de dépôt parce qu'il a essayé de fuir quand l'affaire a éclaté. Il est reproché à Oswald Omeki que même quand il était ministre, il n'a jamais fait de don au chef de la garde républicaine. Mais alors qu'il n'est plus aux affaires et au moment où il aurait besoin de ressources, il est devenu généreux envers le colonel Dieudonné Tévoidjre. Sa générosité a consisté en des cadeaux et s'est élargie également à la souscription d'une assurance prestige pour le commandant de la garde républicaine. Le but de la manœuvre est de montrer au commandant qu'il s'intéressait à lui.
Cette générosité de la part d'un homme qui vient de perdre ses fonctions n'est pas neutre selon le ministère public. La précipitation avec laquelle le cadeau a été fait laisse entrevoir que c'est pour un but précis. Selon le ministère public, la résolution de réaliser l'attentat ne s'est pas manifestée que dans les gestes de générosité, mais également des actes matériels, notamment le montant de 1,5 milliard retrouvé à son domicile, dans lesquels figurent les 250 millions retirés à Ecobank Togo pour le compte de Olivier Bokor. Oswald Omeki, dit le procureur, a justifié cet argent comme des économies et les retours de ses investissements. Le ministère public fait savoir que Oswald Omeki a varié ses dépositions au sujet de la destination de la somme d'argent retrouvée à son domicile. En premier, il a déclaré que c'était l'argent qui servira à l'investissement de ses activités dans plusieurs pays. Après, il a fait savoir que le montant était destiné à financer les activités de la dynamique OB26. Le ministère public révèle 3 comportements suspects de Oswald Omeki le jour de son arrestation. Il a décidé d'accueillir lui-même ses invités. Il a ouvert et fermé son portail en éloignant les agents de sécurité, puis a interdit à ses agents de renseigner le registre. Ces comportements inhabituels sont, pour le procureur, des précautions que Oswald Omeki a prises pour que des informations ne soient pas enregistrées sur les invités. Le procureur dit que Oswald Omeki a cherché à faire adhérer le commandant de la garde républicaine et lui a fourni des moyens. Il conclut donc que l'ancien ministre des Sports est coupable des faits qui lui sont reprochés. Concernant Olivier Bokor, le procureur se pose 3 questions. 3 questions qui, pour lui, montrent que Olivier est derrière ce coup d'État. Qui a intérêt, qui a les moyens de financer et qui a financé? Pour le procureur, c'est Olivier Bokor qui a intérêt que le coup d'État soit fait. C'est de sa candidature que Oswald Omeki a parlé pour quitter le gouvernement. C'est sa dynamique que Oswald Omeki dirigeait depuis son départ. Aussi, c'est Olivier Bokor qui a les moyens parce que Oswald Omeki n'a pas cette capacité. Sa déclaration de patrimoine annuel est de 110 millions de francs CFA. Selon le procureur, Oswald Omeki gagne 110 millions de francs CFA par an. Donc pour lui, il ne peut pas donner 50 millions de francs CFA au commandant de la garde républicaine. En plus, depuis les enquêtes, Olivier Bokor a dit que ses revenus annuels sont de 4 milliards de francs CFA. Donc c'est lui qui peut financer, selon Mario Meton. À l'interrogation de qui a financé, c'est Olivier Bokor, pense le chef du parquet spécial. Il apprend que la somme de 250 millions appartenant à Olivier Bokor et rapatriée du Togo en voiture a été remise à Oswald Omeki. Des retraits successifs, selon le procureur, ont été faits au nom de Olivier Bokor par le comptable de Roch Nyeri. Ces fonds ont été retracés dans le lot d'argent retrouvé au domicile de Oswald Omeki. Le procureur conclut que Olivier Bokor est le seul à même d'assurer le financement de la somme de 1,5 milliard de francs CFA. Le cas Roch Nyeri. Le procureur spécial a fait savoir à la Cour que Roch Nyeri est en fuite. Un mandat d'arrêt, la mise en accusation, la convocation à la tenue du procès ont été déposés à son dernier domicile connu. Le ministère public fait savoir que suite aux différentes diligences, la Cour peut juger Roch Nyeri en son absence. Pour le chef du parquet spécial, la fuite de Roch Nyeri trahit sa position. In fine, il est requis des peines de prison et des amendes. Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nyeri sont chacun condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et à une amende de 4,5 milliards de francs CFA chacun. Aussi, ils sont condamnés les 3 à payer solidairement au profit de l'État la somme de 60 milliards de francs CFA. Il est confisqué au profit de l'État la somme de 1,5 milliard saisie au domicile de Oswald Omeki, ainsi que la voiture Prado, tout comme le montant de la police d'assurance au nom du colonel Dieudonné Dimon Tevoidre. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, la nutrition reste un enjeu majeur de santé publique, notamment pour les enfants et les femmes enceintes. Pour faire face à la malnutrition et à ses conséquences, le gouvernement béninois a lancé le programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 jours de l'enfant
Le directeur de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, Alain Hinkati, nous édifie davantage sur les objectifs et la portée de cette initiative. Suivons ensemble. Les 1000 premiers jours, c'est la période qui sépare la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. C'est une période critique où se forme pour l'enfant tout le potentiel, tout le capital de santé pour sa vie. Et toutes les facultés cognitives sont développées pendant cette période. Donc c'est une période critique sur laquelle il faut agir pour assurer que l'enfant se portera bien dans le futur et qu'il a un capital correct. Donc le programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours a été lancé par le gouvernement pour répondre aux défis persistants que l'on a notés dans le domaine de la nutrition au Bénin. Parce qu'on a constaté que la prévalence de la malnutrition durant les 10 dernières années ne s'est pas améliorée, mais au contraire, ça a tendance à se dégrader. Donc à titre d'illustration, nous notons que plus du tiers des enfants de 0 à 5 ans souffrent de retard de croissance et un peu moins de 10% des enfants de cette même tranche d'âge souffrent de malnutrition aiguë. Donc la situation est alarmante et demande qu'on prenne une solution plus pragmatique pour mettre fin à ce phénomène qui est en train de dégrader l'avenir de nos enfants. Donc c'est pour cette raison que le gouvernement a considéré qu'il faut un projet novateur, un projet qui va compléter les interventions qui sont déjà en place en ce qui concerne la lutte contre la malnutrition, mais un projet qui va dynamiser ces interventions-là de façon à faciliter la production d'impact dans le domaine de lutte contre la malnutrition. Ce que nous apportons aux populations, c'est des suppléments nutritionnels pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de 6 mois à 2 ans. Ce que le programme apporte, c'est la gratuité des frais de consultation prénatale pour inciter les populations à fréquenter les centres de santé et pour pouvoir bénéficier des suppléments nutritionnels qui leur sont offerts. Et la troisième chose que nous offrons dans ce programme, c'est toute la campagne d'information et de communication à l'endroit de toute la population pour susciter des changements de comportement en faveur de la promotion de la bonne nutrition. Nous avons une approche de mise en œuvre graduelle dans toutes les communes où le projet est implémenté, que les enfants proviennent de familles aisées ou de familles modestes, ils ont tous droit aux suppléments nutritionnels. Renforcer l'espace civique au Bénin, dialogue pour plus de coordination et de solidarité, c'est le thème de la rencontre initiée par la Maison de la Société Civile en partenariat avec Plan International Bénin qui s'est ouverte ce mercredi 24 septembre à Cotonou. Quentin Amoussou, Diane Kouagou pour le compte rendu. Pour promouvoir un espace civique dynamique et inclusif au Bénin, la Maison de la Société Civile, en collaboration avec Plan International, tient un dialogue à Cotonou du 24 au 25 septembre 2025 dans le but de renforcer la coordination et la solidarité entre les organisations de la société civile. Nous sommes conviés ce matin et pour quelques jours pour envisager comment nous pourrions rendre plus efficaces nos interactions, les interactions des OSC avec toutes les autres parties prenantes du développement au Bénin, notamment les autorités publiques, les PTF et les organisations internationales. J'espère vivement qu'au terme des 2 jours du dialogue, que nous puissions ouvrir de nouveaux chantiers de collaboration suffisamment fécondes. Grâce à l'appui financier de l'Agence suédoise pour le développement international, Plan Bénin travaille à réaffermir les capacités des OSC depuis quelques années. Ce séminaire cadre avec les objectifs de l'organisation. Le présent atelier se veut donc un moment stratégique pour favoriser la concertation, initier des alliances et co-mobiliser des financements en faveur donc de l'espace
civique, et ceci toujours pour les droits des enfants et l'égalité des filles. Chers partenaires et chers invités, je voudrais donc vous inviter à faire de cet espace un creuset d'idées et de propositions et d'engagements concrets, et que ces 2 jours soient une réussite. Je vous souhaite donc, ou je nous souhaite donc, des échanges fructueux pour des partenariats solides pour l'avenir de notre société civile. Cette rencontre va se dérouler en plusieurs sessions afin d'apporter des solutions et des recommandations aux défis et opportunités des OSC. Parlons cadre de vie à présent. Le président de la République, Patrice Talon, a effectué une visite sur le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale ce mardi. L'objectif était de constater l'état d'avancement et de finition des travaux. À cette occasion, le chef de l'État avait à ses côtés le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbao-Nouvla, de José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, et de Charlemagne Yankoti, maire de la ville de Porto-Novo. Pendant plus de 2 heures, niveau après niveau, Patrice Talon s'est attardé sur les détails de l'ouvrage. L'aménagement du cadre de vie environnant en ferait une carte postale. Faut-il le rappeler, les travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale ont démarré depuis avril 2021. Comme je le disais au début de cette édition, pour le choix des candidats aux élections en 2026, le parti politique Les Démocrates a entamé un processus de désignation et la mise en place d'un comité national de candidature. Ce comité composé de 15 membres est chargé d'examiner les dossiers de tous les prétendants. Le comité national va lancer un appel de candidature tout en définissant les critères d'éligibilité et les modalités de participation. L'un des départements du comité national sera chargé de recevoir les candidatures à l'élection présidentielle et aux législatives. Le second département va se pencher sur les dossiers pour les élections communales. Selon le calendrier de la Commission électorale nationale autonome, le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle est prévu du 10 au 14 octobre 2025. Les démocrates ne disposent donc que de quelques jours pour désigner ou officialiser leur duo de candidats pour l'élection présidentielle du 12 avril 2026. L'exportation du pétrole brut nigérien à partir des eaux béninoises se poursuit. Le navire-citerne rythmique sera sur la station terminale de Semekpodi pour charger une nouvelle cargaison de brut nigérien. Le projet pipeline Niger-Bénin, long de 2000 km sur son cours, alors même que les frontières terrestres entre les 2 pays restent officiellement fermées. Malgré ce contexte, l'accord de transit signé entre Cotonou et Niamey reste en vigueur et continue de produire ses effets. À compter du 1er octobre 2025, les véhicules automobiles à vitres opaques ne pourront plus circuler au Bénin. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est ferme sur cette décision qui repose sur une base réglementaire vieille d'une décennie environ. Reçu par Abdelkader Achiro dans l'émission Le Débat matinal de ce 23 septembre 2025, Georges Anagonou, analyste politique, a fait la distinction entre vitres opaques et vitres teintées. Il était face à Arimi Choubade, analyste politique. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire. Les vitres teintées sont venues comme ça. D'accord? Et comme je vous dis, ça permet d'atténuer l'effet du soleil dans le véhicule pour permettre à la clim de bien fonctionner. Et parfois, vous voyez légèrement sur votre pare-brise, ça permet d'atténuer l'effet du soleil sur vous quand vous êtes dans le véhicule. Par contre, les vitres opaques, vous ne pouvez pas voir. C'est ça que lorsque vous êtes dedans et que vous voulez voir, vous voulez clignoter, vous voulez changer de direction et tout ça, il faut regarder dans votre rétroviseur. Mais quand vous êtes la vitre est opaque, vous ne pouvez pas voir à travers ces vitres-là. Vous êtes obligé de descendre votre rétroviseur pour pouvoir savoir ce qui se passe. Or, souvent, les véhicules climatisés, les gens ne descendent pas les vitres. Donc, les vitres sont... pourquoi alors aller mettre... Moi, parce que quand vous faites... Mais les gens payent pour ça. Non, c'est ce que je vous dis. Les vitres opaques ne sont pas autorisées. C'est les vitres teintées qui sont autorisées. Et c'est pour ça que l'ANATT donne de cartes. Quand Arimi dit qu'il a eu sa carte, c'est parce que la vitre est teintée. Mais lorsque c'est opaque, on ne donne pas. C'est ça qui est interdit. Et c'est ce que le gouvernement est en train de rappeler. Et je voudrais juste dire à Arimi que un gouvernement, ça s'occupe du quotidien des citoyens. Du quotidien des citoyens. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci tabou. On dit, bon, même quand il parle des structures comme les nôtres, le Centre national de sécurité routière ou bien l'ANATT,
sont des structures appartenant à l'État et sont dédiées effectivement à régler ces problèmes. Mais lorsqu'un phénomène devient préoccupant, un gouvernement se doit de rappeler les citoyens à la règle. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 pays sahéliens gouvernés par des militaires, ont annoncé le 22 septembre au soir leur retrait de la Cour pénale internationale, dénonçant un instrument de répression néocoloniale aux mains de l'impérialisme. À ce sujet, nous vous invitons à suivre Landry Angelo Adelacon, juriste spécialiste des droits humains, qui aborde les enjeux et les conséquences de cette décision sur les droits humains. Il est au micro de Francis Olafahamé. Ils ont estimé que cette juridiction-là n'est plus en phase avec les objectifs initiaux en ce qui concerne bien sûr la préservation de la paix ou aussi peut-être la répression de certaines infractions, notamment les infractions graves en ce qui concerne les infractions de crimes contre l'humanité, génocide, crimes de guerre et autres. Ils ont estimé que dans le traitement des dossiers par la CPI, l'on note souvent une question d'impartialité ou aussi de déséquilibre. Certaines puissances seraient privilégiées au détriment d'autres États qui sont des États faibles, contre lesquels l'on embarque ou l'on déclenche une procédure chaque fois qu'il y a une nation. Donc ces États-là estiment que cette injustice-là mérite d'être réparée. Et pour cela, ils ont décidé, toujours dans la logique de ce que nous avons déjà constaté jusque-là, de se retirer de cette juridiction-là. Et vous savez que déjà ces États-là se sont retirés de beaucoup d'autres institutions, notamment au niveau régional, donc au niveau continental, la CEDEAO et bien d'autres. C'est la même dynamique qui est observée au niveau de la Cour pénale internationale, qui est une juridiction qui subit depuis plusieurs années aujourd'hui des critiques acerbes de certains États, notamment et de certains gouvernants du monde. Et c'est ce qu'il faut comprendre et dire que c'est peut-être aussi l'expression de l'affirmation de la souveraineté de ces États-là dans la même perspective comme nous sommes en train de l'observer. L'adhésion à une communauté de principes et de valeurs telles que la CEDEAO, telles que la juridiction pénale internationale et aussi il y a une question de souveraineté, c'est au libre choix des États, ce sont les États qui décident librement d'appartenir ou de ne pas appartenir ou d'appartenir ou de décider encore de quitter. Et c'est ce qu'il faut comprendre du point de vue des questions de droit, du droit international. Donc c'est une liberté pour les États et cette liberté-là a été mise en œuvre par ces 3 États-là. On ne peut que respecter la volonté des États de ne plus appartenir à la Cour pénale internationale. Ce qu'il faut constater, c'est que ces États sont dans une autre lecture, dans une autre approche de la géopolitique. Ils sont dans ce que le chef d'État burkinabé a considéré comme étant une révolution. Donc ils sont dans une sorte de révolution et donc les mesures qu'ils prennent s'inscrivent dans cette dynamique-là. Est-ce que c'est une bonne mesure? Est-ce que ce n'est pas une bonne mesure? Je pense que nous aurons le temps d'observer. On peut s'inquiéter effectivement et quant à l'issue du traitement des violations des droits humains et des questions humanitaires dans ces différents pays-là. Mais nous disons une fois encore que c'est une question de liberté. Et ces États l'ont dit dans leur note et qu'ils restent quand même disponibles à collaborer avec les différentes institutions au niveau international en ce qui concerne bien sûr la promotion et la protection des droits humains. Ils ont aussi rappelé que désormais ils vont faire focus sur les mécanismes endogènes de règlement des conflits et de gestion des questions de justice et de paix. C'est la volonté des États et c'est un peu triste de constater cela, mais bon, c'est une volonté et je voudrais rappeler que même la grande puissance au monde, les États-Unis, n'est pas membre du statut de Rome. Et vous avez pu observer que les États-Unis n'hésitent pas à émettre des mandats d'arrêt contre les juges de la Cour pénale internationale, notamment des juges sénégalais et même, je dirais, béninoises. Et donc, on a vu beaucoup de juges de la CPI ont vu des mandats d'arrêt décernés contre eux par les États-Unis d'Amérique. Et nous sommes dans une dynamique de géopolitique et surtout de droit international qui est un droit flexible, qui laisse la liberté aux États de faire comme ils le veulent, comme ils le souhaitent. Et ça peut être triste pour les questions de droit international, pour la protection des droits humains. Mais bon, nous sommes obligés de constater que la réalité est là. Il faudra juste prendre acte et peut-être accompagner ces États-là à mettre en œuvre davantage les mécanismes qu'ils jugent utiles pour le respect des droits humains. Le retrait de l'Alliance des États du Sahel de la Cour pénale internationale continue de susciter analyses et interrogations entre volonté et souveraineté et crainte d'ingérence. Cette décision marque un tournant dans les relations entre les pays du Sahel et les instances judiciaires internationales. Quelles en sont les causes profondes? Quelle appréhension nourrissent les dirigeants de la région? Élément de réponse avec l'analyse géopolitique Hamzat Abdoulaye. Il se prononce au micro de Romar Djessougo-Benou. La sortie de la CPI, c'est la conséquence logique du chemin emprunté
pas les 3 États de l'AES. Il y a un proverbe bambara qui dit « on ne rase pas la tête à quelqu'un en son absence ». Et je pense que ces 3 États ont compris les enjeux majeurs de la sous-région et même dans le monde en s'unissant et surtout en faisant face à leurs défis communs, notamment la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme et ce genre de choses. Mais ce qu'on ne comprend pas en revanche, c'est la méthodologie, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de démocratie dans ces 3 États, on ne parle plus d'élections dans ces 3 États, on parle de régimes militaires à la tête du pouvoir et qui n'ont pas d'opposants en face, qui n'ont pas de voix d'opposition en face et qui déroulent leurs programmes et leurs projets. Alors, à quelle fin et dans quel but? Le but de la souveraineté est évoqué, le but du maintien de la sécurité est également évoqué, le but également de lutter activement contre la corruption est évoqué. 3 ou 4 ans plus tard, il est peut-être l'heure de faire le bilan de ces 3 États qui ont quitté successivement la CEDEAO, ensuite qui ont rejeté les différentes forces présentes sur leur territoire, qui ont rejeté communément la France et bien d'autres États occidentaux présents sur leur territoire et qui finalement sont en train de sortir des traités signés des décennies même avant leur arrivée au pouvoir. Donc tout ça montre en fait un chemin significatif de ces 3 États qui sont en train de quitter progressivement le sillon traditionnel des États, signataires de traités, signataires des accords, respectant les protocoles. Progressivement, ils quittent ce sillage pour s'enfermer dans une fédération à 3 qui consiste surtout à repenser les choses autrement, mais à partir de l'intérieur, sans compter pour autant sur des partenaires extérieurs. C'est un couteau à double tranchant dans la mesure où ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Quand j'évoquais tout à l'heure les bilans, après 3 ou 4 années, c'est certainement parce que certaines choses ne marchent pas et les attentes sont toujours nombreuses de la part des citoyens de ces États. En vrai, sortir de la CPI ne règle pas le problème des Maliens, ne règle pas le problème quotidien des Burkinabés, encore moins des Nigériens. Aujourd'hui, la question est de savoir qu'apporteraient ces retraits une fois effectués au quotidien de ces habitants. Et la dernière chose à ce niveau, je pense que ça va d'une certaine façon contribuer à remettre sur le tapis le débat de l'efficacité de cette Cour pénale aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, mais cette Cour pénale internationale ne s'attaque visiblement qu'aux États du Sud globalisés. Et aujourd'hui, ça n'a pas cessé. Quand on évoque des États comme les grandes puissances, que je ne vais pas nommer ici, qui ont vu à leur tête des chefs d'État qui ont commis des atrocités dans des zones de guerre, dans des zones de conflit, en Afghanistan, en Syrie, et j'en passe, qui jusque-là n'ont jamais été inquiétés par la CPI. On se rend compte, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une CPI orientée vers un levier à double vitesse, privilégiant d'autres chefs d'État, privilégiant certains criminels à la tête de l'État et malheureusement courant après d'autres chefs d'État, notamment ceux du continent africain. Le débat sera remis sur la table, remis sur selle, et c'est à la CPI de se réinventer pour ne pas s'éteindre. Et c'est valable également pour les organisations de Bretton Woods, valable également pour la CEDEAO et même aussi l'ONU qui doivent se réinventer, se recalibrer sur les exigences du Sud globalisé qui aujourd'hui représente démographiquement la majorité de la planète. La page internationale de ce mercredi 24 septembre 2025 est un condensé des actualités au Nigeria, aux Nations Unies, aux États-Unis, en Syrie et en France. Une compilation informative de Elisabeth Eladia et de Maurice Semassoussi.
Au Nigeria, plus de 500 femmes issues des 36 États de la Fédération se sont mobilisées à Abuja. Elles réclament une meilleure représentation au Parlement. Leur exigence, l'adoption d'un projet de loi réservant au moins 35% des sièges aux femmes. Cette mobilisation intervient alors qu'une sénatrice, Natasra Akoti, est empêchée de siéger à la suite d'un conflit avec le président du Sénat. Une revendication qui met en lumière les obstacles persistants à la participation des femmes dans la vie politique nigériane. En Europe, les regards restent tournés vers la guerre en Ukraine. À l'ONU, le président américain Donald Trump a opéré un revirement spectaculaire. Après avoir conseillé à Volodymyr Zelensky de céder des territoires, il estime désormais que la Russie ne peut pas emporter le conflit. Il a dénoncé l'effondrement de l'économie russe et salué la résistance ukrainienne. Un virage diplomatique qui témoigne de l'imprévisibilité de la position américaine et pourrait peser sur les négociations internationales. En Asie-Pacifique, le super typhon Rakasa a fait au moins 15 morts et 18 blessés à Taïwan, principalement à Hualien où la rupture d'une digue a inondé plusieurs habitations. À Hong Kong et dans le sud de la Chine, écoles, commerces et transports ont été paralysés par les pluies diluviennes et les rafales de vent. Le cyclone poursuit désormais sa route selon des services météorologiques chinois. En France, la Guyane fait face à une explosion des demandes d'asile, triplée en un an avec l'arrivée de plus de 20 000 ressortissants haïtiens. Résultat, des détails de traitement qui atteignent près de 2 ans, bien au-delà des 10 jours légaux. Dans l'attente, les demandeurs n'ont droit ni au travail, ni aux aides sociales, ni à la scolarisation de leurs enfants. Une situation qui illustre l'impact direct de la crise haïtienne et met en difficulté les services publics français dans ce territoire d'outre-mer. Au Moyen-Orient, la Syrie reste profondément divisée malgré le processus de transition. Les négociations entre le gouvernement intérimaire d'Ahmed Chara et les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes, piétinent. À Raqqa, la méfiance grandit alors que les affrontements se multiplient. Cette impasse politique souligne la fragilité du processus de réconciliation syrien au moment même où le président intérimaire doit défendre son projet d'unité nationale à la tribune des Nations Unies. De l'Afrique à l'Amérique en passant par l'Asie, l'Europe, la France et le Moyen-Orient, le monde traverse une succession de revendications sociales, de catastrophes naturelles et de tensions diplomatiques. Chaque crise met en lumière la difficulté de concilier stabilité politique, solidarité internationale et respect des droits humains. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tous.